10 millions. C'est le nombre de soldats tués ou disparus pendant la Première Guerre mondiale. Un chiffre qui donne le vertige et qui, vous allez le voir, n'est que le début. Parce qu'à ces morts, il faut ajouter 21 millions de blessés. Ce sont des hommes marqués à vie, physiquement bien sûr, mais aussi psychologiquement, par une violence absolument inouïe. Et comme si ce désastre ne suffisait pas, une pandémie mondiale, la fameuse grippe dite espagnole, va faucher jusqu'à 40 millions de vies juste à la sortie de la guerre, en s'attaquant à des populations épuisées et en profitant des immenses mouvements de troupes. Alors, face à ce bilan apocalyptique, une question hante tout le monde, des survivants aux dirigeants. Comment est-ce qu'on reconstruit sur un tel champ de ruines? Et surtout, comment on s'assure que cette guerre soit vraiment la der des der? C'est la grande problématique qui va nous guider. On va donc explorer ensemble ce chapitre qui est absolument crucial au programme de première, la sortie de la Grande Guerre et cette tentative complexe, fragile, de bâtir un nouvel ordre mondial, un ordre qui serait fondé sur la démocratie et sur la paix. Alors, voici notre parcours. On va d'abord plonger dans ce monde en ruine pour bien mesurer l'ampleur du choc. Ensuite, on verra l'immense espoir d'une paix nouvelle, puis les tensions qui naissent des traités. On analysera pourquoi cette paix a été manquée avant d'aborder les mémoires du conflit. Et on terminera bien sûr avec une fiche méthode pour le bac. Allez, c'est parti. On commence donc par notre première partie, un monde en ruine. C'est impossible de comprendre ce qui va suivre si on ne prend pas la mesure de la catastrophe. Le premier impact, il est humain. Il a un visage, ou plutôt des visages qui n'en sont plus. L'expression « gueule cassée », elle est terrible, on est d'accord, mais elle dit la réalité de ces milliers de soldats défigurés par les éclats d'obus, survivants, oui, mais marqués à jamais dans leur chair. C'est vraiment la cicatrice la plus visible de la guerre. Mais attention, les blessures ne sont pas toutes visibles. La guerre, ça laisse des traumatismes psychologiques extrêmement profonds. Les médecins de l'époque parlent d'obusite pour décrire ce qu'on appelle aujourd'hui le syndrome de stress post-traumatique. Pensez-y, des cauchemars, des dépressions, des angoisses. Un mal invisible qui rend le retour à la vie normale quasi impossible pour beaucoup. Voyons maintenant comment, sur ces décombres, un espoir immense va malgré tout naître. Un espoir de paix, qui est porté par une volonté de repenser complètement les relations entre les pays. Et cet espoir, il est incarné par un homme, le président américain Thomas Woodrow Wilson. Dès janvier 1918, donc avant même la fin de la guerre, il propose une vision du monde radicalement nouvelle. Le point 14 de son célèbre discours est le plus connu. Il appelle à créer une association générale des nations, en fait c'est l'ancêtre de l'ONU, pour garantir la paix. Les 14 points de Wilson, c'est une véritable révolution pour l'époque. Il veut en finir avec la diplomatie secrète qui a mené au désastre. Il prône un désarmement général, le droit des peuples à décider eux-mêmes de leur destin, c'est le fameux droit à l'autodétermination, et bien sûr la création de cette société des nations pour régler les conflits par la discussion et non par les armes. C'est l'idéal d'une paix par le droit qui se dessine. Mais comme souvent, entre l'idéal et la réalité, il y a un monde. La conférence de la paix, qui s'ouvre à Paris en 1919, va très vite confronter les beaux principes de Wilson aux intérêts de chaque nation et surtout au désir de revanche des vainqueurs. Le traité de Versailles, signé le 28 juin 1919, est celui qui règle le sort de l'Allemagne. Et les conditions sont, il faut le dire, d'une dureté extrême. L'Allemagne perd toutes ses colonies, son armée est réduite à une peau de chagrin, 100 000 hommes, sans avions ni chars. Mais le plus dur, le plus humiliant pour les Allemands, ce sont les articles 231 et 232. L'Allemagne est déclarée seule responsable de la guerre et doit payer des réparations astronomiques en marks or, une monnaie basée sur l'or, pour éviter qu'elle ne triche en dévaluant sa monnaie. Et là, on assiste à un véritable choc des perceptions. C'est très intéressant. Côté français, comme le montre cette pub pour un stylo, le traité, c'est l'arme de la paix, une garantie pour que ça ne recommence jamais. Côté allemand, cette caricature est limpide, c'est un diktat, une paix dictée, une humiliation, un coup près qui s'abat sur le pays. Cette incompréhension totale est une des clés des tensions qui vont suivre. Cette paix des vainqueurs, loin de calmer le jeu, va paradoxalement ouvrir une nouvelle période de violence. L'armistice de 1918 ne signe pas la fin de la guerre pour tout le monde. D'autant que la nouvelle Société des Nations est très affaiblie dès le départ, les États-Unis, qui en étaient à l'origine, refusent finalement d'y participer. Un comble. Regardez un peu, l'Europe s'embrase littéralement. À l'Est, la guerre civile russe fait des millions de morts.
En Allemagne, la révolution spartakiste est écrasée dans le sang. De nouvelles guerres éclatent entre la Grèce et la Turquie, entre la Pologne et la Russie soviétique. Les nouvelles frontières créent des tensions partout. En réalité, l'armistice de 1918 n'a pas ramené la paix sur le continent, loin de là. Et la conséquence humaine de cette violence qui continue, c'est une tragédie. 8 millions de réfugiés qui errent sur les routes d'Europe. Des Russes qui fuient le bolchevisme, des Grecs, des Arméniens chassés de Turquie. C'est une crise humanitaire absolument sans précédent. Et un nouveau problème juridique terrible apparaît, celui des apatrides. Le nouveau gouvernement soviétique, par exemple, décrète que tous ceux qui ont fui le pays perdent leur nationalité russe. Ces gens se retrouvent sans passeport, sans identité légale, sans la protection d'aucun État. Aux yeux du droit international, ils ne sont plus rien. Ce témoignage d'un fils de réfugié russe, il rend la situation incroyablement concrète, poignante. Il faut s'imaginer cette fuite désespérée, la nuit, sur la mer gelée, avec la peur au ventre, et ce bruit du brise-glace envoyé par les bolcheviks pour les empêcher de s'échapper. Ça illustre parfaitement le désespoir de ces millions de déracinés. Évidemment, une telle guerre laisse des traces profondes, pas seulement dans les paysages, mais aussi et surtout dans les esprits. Alors la question se pose, comment les sociétés vont-elles se souvenir de ce traumatisme ? La mémoire du conflit devient un enjeu politique majeur. Et on va voir deux héritages totalement opposés s'affronter. D'un côté, un immense courant pacifiste. Pour des millions de survivants, cette guerre doit être la der des der, la dernière des dernières. Cet idéal va même aboutir en 1928 au pacte Briand-Kellogg, où 63 pays s'engagent à renoncer à la guerre. Mais de l'autre côté, on observe ce que l'historien Georges Mosset a appelé la brutalisation, c'est-à-dire que la violence extrême des tranchées ne s'arrête pas en 1918, elle continue dans la vie politique. Elle nourrit les nationalismes revanchards, les partis extrêmes, en Italie, en Allemagne, qui considèrent la violence comme un outil politique légitime. Toute cette analyse historique, elle nous amène à une question essentielle pour nous, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette paix manquée ? Comment on trouve le bon équilibre entre la justice pour les victimes et la nécessité de réintégrer les vaincus pour construire une paix qui dure. Vous voyez, ces questions de 1919, elles résonnent encore très fort dans notre actualité. Bon, tout ça est passionnant, mais concrètement, comment on mobilise ces connaissances complexes pour une épreuve comme le baccalauréat ? C'est l'objectif de cette dernière partie, donner des outils concrets. Pour le bac, il y a une compétence fondamentale, l'étude critique de documents. La méthode est simple et ça doit vraiment devenir un réflexe. Premièrement, on présente le document. Nature, auteur, date, contexte. Qui parle, quand, où, dans quel but. Deuxièmement, on analyse. Quelle est l'idée principale ? Quels sont les arguments ? Et troisièmement, c'est l'étape la plus importante, on critique. On confronte ce que dit le document avec ses propres connaissances, on identifie le point de vue de l'auteur, ses intentions, peut-être ses mensonges ou ses oublis. C'est en maîtrisant ces trois étapes qu'on passe d'un simple résumé à une véritable analyse historique qui fait la différence.